Donc ce séminaire que nous co-organisons avec l'Institut Jacques Delors, et nous allons parler pendant une petite heure et demie des enjeux et des défis climatiques pour l'industrie lourde, avec un panel d'intervenants qui sont présents. Alors je crois qu'on a un petit souci de connexion. Je continue, ok. Donc avec un panel d'intervenants ici présents, Jules Besninou de Cleantech, du groupe Cleantech, qui viendra nous parler des enjeux internationaux et européens pour l'industrie. Adeline Pillet de l'ADEME, qui viendra nous présenter les plans de transition sectorielle sur lesquels travaille l'ADEME, et tout particulièrement le plan de transition sectorielle du ciment. Et enfin, Laurent Frouin, du groupe Ecosem, qui viendra nous présenter les solutions de ciment développées par son entreprise. Je laisse maintenant la parole à Thomas Pellerin-Carlin de l'Institut Jacques Delors. Merci beaucoup Léa, bonjour à tous et toutes, je suis Thomas Pellerin-Carlin, Institut Jacques Delors, je suis directeur du Centre Énergie. Je suis ravi que vous soyez là ce matin pour parler de ce sujet qui est un sujet important au moins pour deux raisons. Donc je vais introduire un peu brièvement ce thème-là. La première raison, évidemment, et c'est pour ça qu'à l'Institut on a fait ça avec la RSO Action Climat, c'est que si on veut atteindre nos objectifs climatiques de moyen et surtout de long terme, donc être neutre pour le climat d'ici 2050 en Union Européenne et en France, dès 2045 dans certains pays comme l'Allemagne, ça demande évidemment une transformation radicale de la manière dont on produit et on consomme. Cette transformation radicale, elle est relativement facile dans certains secteurs. On peut penser par exemple à la chaleur dans le bâtiment. Il y a d'autres secteurs où il y a des enjeux plus complexes qui se posent, technologiques et économiques, et l'industrie lourde, et notamment le secteur de l'acier et du ciment, dont on parlera un peu plus en détail ce matin, sont des secteurs essentiels pour réussir notre transformation, pour atteindre cette neutralité climat. Le deuxième point, il est économique. L'Europe, la France sont historiquement des puissances industrielles. Ça fait 150 ans en tout cas qu'on produit de l'acier et du ciment en grande quantité et dans des lieux qui ont été choisis, notamment pour la question de l'acier, pour être à proximité des sources d'énergie de cette époque-là. Et notamment le charbon, puisque c'est au XIXe siècle en tout cas la principale source d'énergie qu'on a utilisée pour produire de l'acier en Europe comme en France. Dans cet enjeu économique, la perspective pendant très longtemps, et encore aujourd'hui dans la tête de beaucoup de décideurs, c'est de dire en fait il faut qu'on aille suffisamment loin dans cette transformation pour qu'on fasse des choses bonnes pour l'environnement, mais pas trop loin et pas trop vite, parce que sinon ce sera mauvais pour l'économie. Ça c'est un peu le système de pensée qu'on a encore aujourd'hui. Or, depuis 2019, 2020, 2021, on a un ensemble d'économies mondiales qui ont dit nous notre objectif c'est vraiment la neutralité climat. Il y a l'Union européenne qui a fait ça par l'adoption de la loi européenne pour le climat, mais on a aussi les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud qui sont évidemment des concurrents. Et donc là désormais se pose une question où peut-être en fait la question c'est de se dire en fait si on va trop lentement dans cette transition écologique, peut-être en fait qu'on va perdre de la compétitivité parce que ce seront d'autres acteurs que des acteurs européens ou français qui auront les brevets, développer du coup les nouvelles technologies pour de l'acier vert, du ciment bas carbone, etc. Donc il y a vraiment ce double objectif-là, économie et écologie, qui dans la tête des gens voilà, est une sorte de compromis entre les deux, alors que peut-être en fait aujourd'hui on est dans une situation où il y a en fait une synergie entre les deux, et c'est en allant très très vite sur les enjeux environnementaux et les enjeux notamment de la clean tech, donc des technologies propres, qu'on pourra réussir à maintenir aussi notre économie à flot, voire même gagner éventuellement en compétitivité. Il y a différents outils de politique publique sur lesquels on va revenir. Il y a des outils un peu soft, de type stratégie, qui peuvent être mis en place au niveau national, au niveau européen. Des outils qui jouent sur les prix. Il y a un marché européen du carbone qui est censé théoriquement mettre un prix carbone sur la pollution industrielle, sauf que du coup pour l'instant il y a des quotas gratuits qui sont donnés, donc c'est un prix disons plus symbolique que réel. Il y a des enjeux de subvention qui peuvent arriver à différents niveaux de la chaîne de valeur d'une innovation clean tech, qu'on soit voilà, de la recherche fondamentale jusqu'à la subvention pour l'achat du produit fini, et enfin des enjeux réglementaires.
Donc pour explorer tous ces enjeux-là, économiques et climatiques, ces enjeux de politique publique, tant les dimensions réglementaires que les politiques publiques qui jouent sur les prix, on va démarrer du coup ce panel. On va commencer du coup par Jules. Chaque panéliste a entre 6 et 10 minutes selon les cas pour du coup nous exposer son point de vue initial. Et après on démarrera une discussion, je poserai quelques questions et après je serai ravi de prendre vos questions pour les panélistes. Bonjour à tous, merci beaucoup Thomas de nous recevoir aujourd'hui et merci au réseau Action Climat. Je m'appelle Jules Besnaïnou, je suis directeur au Cleantech Group et plus particulièrement je dirige l'initiative Cleantech for Europe, qui est une initiative qui vise à promouvoir le passage à l'échelle des technologies propres au niveau européen pour être sûr que nous soyons le leader, que ce soit de manière climatique ou de manière industrielle, dans les années à venir. Avant de parler des enjeux de l'industrie lourde, je voulais d'abord faire un petit point sur la cleantech au niveau européen, merci beaucoup, et vraiment un petit aperçu de quelles sont les dynamiques de la cleantech dans l'Union européenne actuellement. Les derniers chiffres de l'Agence internationale de l'énergie nous disent qu'environ 50% des technologies dont nous avons besoin pour atteindre la neutralité carbone en 2050 sont encore à l'état de démonstration. Donc c'est le passage à l'échelle de ces technologies-là dans les décennies à venir qui va nous mener jusqu'à la neutralité carbone. Le problème, c'est que quand on parle de technologies propres, qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit dans la mobilité, dans l'industrie, dans l'agriculture, ce sont des technologies plutôt lourdes qui ont besoin de beaucoup d'aide, de beaucoup de financement, des vrais besoins industriels. Donc ça prend du temps et il y a un peu une course contre le temps aujourd'hui pour faire passer ces technologies à l'échelle. La bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne est devenue un vrai moteur du développement technologique dans les cleantech. Vous voyez ici l'investissement en capital risque sur les 10 dernières années qui a été multiplié par à peu près 7 fois et demi de 2011 à 2020 et 2021 s'apprête à être une année encore record et cela est vraiment propulsé par les investissements dits early stage, donc l'amorçage, la courbe orange que vous voyez à droite. Donc on développe toutes les technologies dont on a besoin pour passer à la neutralité. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est toujours aussi mauvais pour les faire passer à l'échelle. Ici, vous voyez le cycle de vie d'une start-up, de l'amorçage jusqu'au financement de croissance. Vous voyez que pour l'amorçage, l'Union européenne et les start-up de l'Union européenne attirent 23% du financement mondial en cleantech. Par contre, dès qu'on arrive sur le passage à l'échelle, on attire moins de 7%, à comparer avec 5% pour le Royaume-Uni tout seul et 54% pour l'Amérique du Nord. Nous, on identifie les raisons de ce problème à trois choses. La première, c'est le manque de demande pour les technologies propres dans l'Union européenne, ou en tout cas de signaux de demande clairs au niveau continental. La deuxième, c'est un marché fragmenté qui fait qu'on construit plutôt des petits champions nationaux plutôt que des champions européens dans nombreux secteurs. Et la troisième, c'est que le système financier qui soutient ces entreprises, et notamment pour le passage à l'échelle, n'est pas du tout approprié. On manque de beaucoup de financiers qui vont aller financer ce passage à l'échelle, en tout cas dans l'Union. Donc le résultat, c'est que beaucoup de nos entreprises prometteuses partent aux États-Unis, partent en Chine pour passer à l'échelle, ou se font racheter beaucoup trop tôt par des conglomérats industriels. Voilà. Ça, c'est le panorama très rapide des cleantech en Europe. Et donc, pour passer à l'industrie lourde, je voulais prendre deux exemples très spécifiques. Le premier, donc, sur tout ce qui est construction, que ce soit matériaux ou bâtiments. Donc, quelque chose rapide à retenir, la production de matériaux, c'est entre 5 et 6% des émissions carbone de l'Union. L'opération des bâtiments, c'est environ 36%. Sur tout ce qui est matériaux, on est face à des marchés oligopolistiques où un petit nombre de grands corporates, que ce soit des cimentiers, des verriers, des aciers, etc., ont les plus grandes parts de marché. Ce sont des corporates qui ont une tradition de faire des petits sauts d'efficacité et pas d'adopter des technologies de rupture. Et ensuite, quand on parle du bâtiment, on est sur un marché au contraire très fragmenté, avec beaucoup de petits artisans qui vont faire de la rénovation, de la construction de maisons, et qui ont chacun leur choix, et qui ont l'habitude de faire confiance aux grands cimentiers et aux grandes marques de matériaux. Donc tout ça fait un marché qui ne récompense pas l'innovation dans l'Union européenne, et on le voit très clairement ici, quand on compare les chiffres de capital risque entre l'Europe et les États-Unis, on voit qu'il y a une différence de près de 24 fois
sur l'année 2011 et plus même en 2020. Voilà, les startups de l'Union européenne du côté construction ne sont pas face à un marché favorable et donc ont beaucoup de mal à lever de l'argent. Donc, que développent les États-Unis pendant ce temps-là? Eh bien, un certain nombre de pousses très prometteuses qui sont en train de devenir des leaders de leur secteur. Donc, View, par exemple, du côté des vitres chromatiques et adaptatives. Catera, qui depuis a fait faillite, mais qui faisait des blocs modulaires bois pour la construction. Icon, qui fait de l'impression 3D de bâtiments complets en utilisant beaucoup moins de ciment. Et Solidia, du côté ciment propre. Voilà. Et si on regarde la chaîne de valeur de l'innovation de construction au niveau européen, on voit que c'est assez fragmenté. Il y a quelques îlots d'innovation, Ecosem par exemple du côté matériaux, certains matériaux de remplacement qui sont intéressants, mais qui sont face à un marché très compliqué. Et ensuite, quand on parle de bâtiments, il y a quelques innovateurs comme EcoWorks ou comme Construcia qui font du design complet de bâtiments propres, et ça c'est très intéressant, mais c'est encore à l'état assez jeune. Voilà. Constat très différent sur mon deuxième exemple, qui est l'acierie. Alors là, encore une fois, donc pour parler de chiffres très généraux, on parle d'environ 1,5% du PIB européen pour plus de 4% des émissions, donc un secteur qui est très émetteur par rapport à son poids économique. Il y a deux manières de décarboner l'acierie. La première, c'est d'éviter l'émission de carbone, donc en faisant un process soit en utilisant de l'hydrogène, soit l'électrification, soit les deux. Et le deuxième, c'est de gérer les émissions qui sont produites, donc par exemple avec de la capture de carbone. Et là, ce qui est assez intéressant au niveau européen, c'est qu'on voit une convergence de facteurs qui fait que la solution la plus innovante est en train potentiellement d'émerger, qui est donc l'utilisation de l'hydrogène vert pour faire de la réduction directe. Alors, qu'est-ce qui fait que cette solution est en train d'émerger? D'un côté, l'économie de l'hydrogène se porte très bien. De l'autre, les acheteurs, donc vous pouvez penser aux constructeurs automobiles, etc., sont preneurs de ces technologies. La pression politique augmente sur ce secteur. Et donc, voilà, on se dirige vers voilà, certains projets comme H2 Green Steel ou comme Hybrid qui font cette production. Alors il faut savoir que cette production est très chère, 325 € par tonne évitée de carbone, mais évidemment les attentes sont très fortes parce que le prix de l'hydrogène va baisser, le prix des électrolyseurs, le coût de l'électricité également, et on attend évidemment que le prix du carbone monte. Voilà. Et donc là, vous voyez une situation où l'Union européenne est leader face à l'Amérique du Nord, bien que ce soit des petits montants, et on voit, quand on regarde en vision chaîne de valeur, qu'il y a une réelle intégration et qu'on est capable aujourd'hui de développer ça comme une filière leader dans l'Union. Voilà, en termes politiques, donc pour ce côté-là, pour le côté acierie, on a besoin que les signaux des prix du carbone soient de plus en plus importants. Évidemment, la fin des quotas gratuits, et on s'attend à une parité prix potentiellement autour de 2035. Voilà. Je vais m'arrêter là, et avec plaisir pour quelques questions. Merci beaucoup Jules. On va passer du coup à Adeline Pilet. En France, on adore les acronymes, hein, donc Adeline va nous parler. Pardon, excusez-moi, d'abord à Léa, excusez-vous. Donc Léa qui va nous présenter voilà, quelques grands ordres de grandeur sur l'enjeu climatique lié à l'industrie lourde, notamment une belle carte que vous allez découvrir du coup, ou en tout cas redécouvrir sur les localisations géographiques des émissions de gaz à effet de serre en Europe liées à l'industrie. Merci Thomas, donc on va s'intéresser un peu plus en effet à la France, et donc dans ce cadre-là, c'est important de rappeler quelques ordres de grandeur. D'abord, l'industrie en France représente 19% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. C'est, depuis les nouveaux calculs du HCC, le deuxième secteur le plus émetteur en France. Quand on s'intéresse un peu aux sites les plus polluants, les sites industriels les plus émetteurs, on se rend compte qu'ils représentent 10% des émissions nationales. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche à l'écran, on a deux grands hubs d'émissions en France, que sont au nord, du côté de Dunkerque, la zone d'ArcelorMittal, et puis au sud avec Fos-sur-Mer. Donc les trois secteurs clés qui sont les plus émetteurs dans l'industrie, ce sont l'industrie de la chimie, l'industrie de l'acier, ainsi que les cimenteries.
Donc là ici, une petite frise chronologique pour reprendre les différents moments clés en termes de politique, mesures et textes réglementaires les plus importants qui structurent aujourd'hui la réglementation et les politiques en matière de décarbonation et qui engagent les entreprises et les secteurs industriels à prendre des mesures. Donc on peut partir d'abord en 2019-2020 par l'adoption de la stratégie nationale bas carbone et puis dans la loi énergie-climat, le moment où on a fixé les objectifs de réduction d'abord de 35% en 2030 puis de 81% en 2050 des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur industriel. Ensuite, les secteurs avaient commencé à s'engager dans le cadre du pacte productif et des contrats stratégiques de filière à produire des feuilles de route de décarbonation par filière industrielle. La crise Covid étant passée par là, ces publications et ces travaux ont pris un petit peu de retard. Et donc on a eu 3 premières feuilles de route qui ont été publiées en 2021, donc entre le mois d'avril et le mois de mai dernier. Donc avec une feuille de route sur la filière mine et métallurgie, sur la filière cimentière, ainsi que sur la filière chimique. Et entre-temps, donc la crise Covid a amené justement la création de ce plan de relance et un certain nombre d'appels à projets et d'appels à manifestation d'intérêt pour amener les secteurs industriels à se décarboner et pour financer cette décarbonation. Ensuite, on a également un certain nombre d'autres lois, typiquement la loi climat et résilience, qui a mis en avant le besoin de production de ces feuilles de route au niveau des contrats stratégiques de filière, et donc qui ont été inscrites dans la loi. Et on a également la réglementation RO 2020 qui devait entrer en vigueur au 1er janvier de cette année, mais qui finalement entrera en vigueur l'année prochaine et qui donc est une réglementation sur le bâtiment qui va au-delà de simplement l'efficacité énergétique dans le cadre du bâtiment, mais s'intéresse également à l'empreinte carbone des matériaux de construction dans le bâtiment. Et puis finalement, là, sur ces derniers mois, on est en pleine révision de la stratégie nationale bas carbone pour la production d'une 3e stratégie nationale bas carbone, et puis des annonces très récentes du président avec France 2030. Donc maintenant, si on s'intéresse un tout petit peu plus au financement, du coup, sur cette dernière année, l'année 2021 et puis l'année 2020 avec le plan de relance, on constate un financement historique de la décarbonation. Donc la carte qui s'affiche et que vous pouvez voir indique l'ensemble des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt qui ont abouti sur la construction d'un projet, soit en termes d'efficacité énergétique sur site industriel, soit en termes de transformation des procédés industriels. Et donc pour ce qui est du plan de relance, on est sur une enveloppe totale d'1,2 milliard d'euros d'ici à 2022. Et puis les dernières annonces, donc comme je le disais, d'Emmanuel Macron avec France 2030, prévoient également une enveloppe de 5 milliards d'euros pour la décarbonation de l'industrie. Merci beaucoup Léa. On va passer à Adeline. Donc il y a évidemment, comme je le disais, du coup, en France un amour des sigles et des acronymes. Donc le HCC dont mentionnait Léa, c'est évidemment le Haut Conseil pour le climat. On va parler du coup d'un autre acronyme, le PTS. Voilà. Donc le plan de transition sectorielle. Donc Adeline, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un PTS? Oui. Et nous donner du coup l'exemple du ciment? C'est ça. Donc, bonjour à tous. Alors je m'appelle Adeline Pilet, je suis coordinatrice du pôle Industrie 2050 à l'ADEME. Donc c'est le pôle qui est en charge notamment de l'élaboration de différents plans de transition sectorielle des scénarios énergo-intensifs. Donc je vais vous expliquer ce que c'est qu'un plan de transition sectorielle, mais juste avant ça, de rappeler un élément de contexte, c'est l'élaboration des plans de transition sectorielle de l'ADEME se font dans un projet beaucoup plus large qui s'appelle Finance Climat, financé par la Commission européenne, dont l'ADEME est partenaire. Et donc pour résumer, parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est un projet qui permet de développer la finance durable en France et en Europe. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'ADEME ou de Finance Climat.
parce que je souhaiterais me focaliser plutôt sur les plans de transition sectorielle. Donc Léa l'a rappelé, la stratégie nationale bas carbone est la feuille de route de la France pour la décarbonation de l'industrie, et le chapitre, on va dire, la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050, pardon, et le chapitre industrie stipule un objectif de moins 81% d'émissions en 2050 par rapport aux émissions de 2015, avec un objectif intermédiaire de moins 35% en 2030. Et donc cette stratégie, finalement, elle fixe des objectifs, mais elle ne fixe pas le chemin à suivre pour pouvoir les atteindre. Et ça va être l'objectif, finalement, nous, de nos PTS, donc nos plans de transition sectoriels. Donc, alors le plan de transition sectorielle, son objectif, c'est d'élaborer finalement une trajectoire de décarbonation d'un secteur industriel. Et on a tendance à dire que c'est une vision à 360 degrés pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire qu'on va regarder différents aspects. On va regarder tout d'abord les aspects technologiques. Donc, quels sont les leviers de décarbonation technologique qui permettent d'atteindre cette neutralité carbone. Donc on va regarder les leviers de décarbonation classiques, qui sont l'efficacité matière, le recyclage notamment, l'efficacité énergétique, les mix énergétiques et aussi le captage, stockage ou utilisation du carbone. On va regarder également les aspects marchés, c'est-à-dire que cet itinéraire technologie va être couplé à une évolution de la demande. Donc là, on va regarder finalement les évolutions de la demande qui peuvent être soit drivées par un contexte réglementaire et des grands objectifs réglementaires ou par des changements de comportement. Ça peut aussi être drivé par des modifications d'importation, d'exportation pour un secteur industriel donné. Donc on va regarder ça, on va regarder aussi l'impact que ça va avoir sur les emplois et de fait sur les compétences et les besoins en formation. On va regarder aussi les aspects, alors qu'on appelle, nous, qu'on package dans la partie finance, c'est les investissements nécessaires pour financer ces leviers de décarbonation technologique. Donc on va regarder à la fois les CAPEX, mais également les OPEX, les coûts de production. On va regarder également les coûts d'abattement des technologies. Et voilà. Et donc, en fait, ces trois aspects, techno, finance, marché, vont permettre de construire des scénarios de la façon la plus exhaustive possible. Donc après, je vais donner l'exemple du ciment, je pense que ce sera un petit peu plus parlant. Tout ça pour dire aussi que ces trois aspects, ça permet de mettre sur la table en fait les freins et les leviers possibles pour atteindre la décarbonation d'un secteur industriel et donc d'élaborer avec l'ensemble de la chaîne de valeur, des acteurs de la chaîne de valeur un plan d'action pour essayer justement d'atteindre cette neutralité carbone. Et donc dans ce plan d'action, on va regarder différents aspects, par exemple l'évolution éventuellement de normes, la commande publique, des choses comme ça. On va regarder tout un tas d'actions et surtout, la force des PTS, c'est dans le scénario de référence, que je vais expliquer après qu'on a des scénarios alternatifs. Les scénarios de référence, il est co-construit avec l'ensemble des acteurs de la filière et notamment les acteurs industriels. Donc l'ADEME est en train de réaliser différents PTS, donc sur les 9 secteurs les plus énergo-intensifs, donc l'acier, l'ammoniac, l'aluminium, le papier-carton, le ciment, le sucre, le chlore, le verre et l'éthylène. Par contre, on reste uniquement sur un secteur aujourd'hui français. Donc ça, c'était pour vous expliquer finalement la méthode, qu'est-ce qu'un PTS. Et là, je vais vous présenter, alors, non, juste avant, des premiers rendus, des premiers livrables finalement de nos PTS, ce qu'on appelle nous les mémos. C'est un peu l'état des lieux des différentes filières qui vont être la première brique de façon très très synthétique, puisque je crois que c'est que 4 pages, mais une première ébauche finalement très synthétique de qu'est-ce qu'un peut être un PTS. Et on l'a fait sur les 5 secteurs que vous voyez à l'écran. Ils sont disponibles sur notre site internet de l'ADEME, donc n'hésitez pas à les consulter. Et donc, le premier secteur qui a expérimenté notre méthode de plan de transition sectorielle, c'est le ciment. Et la synthèse a été publiée très récemment, je crois que c'était il y a 15 jours ou 3 semaines. J'ai mis quelques exemplaires papier juste à l'entrée de la salle, si vous voulez avoir aussi une idée de qu'est-ce que notre PTS ciment. Donc là, je vais essayer de façon très synthétique, parce qu'il est assez riche, de vous expliquer un petit peu le contenu du PTS et de vous illustrer qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ces travaux. Donc déjà, pour rappeler que c'est une co-construction avec l'ensemble des acteurs de la filière. Donc là, vous voyez à peu près voilà, l'ensemble des acteurs, en tout cas, qui ont participé aux travaux. Donc soit les industriels dans la partie scénario de référence et co-construction d'un itinéraire technologique, et puis l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur sur la construction notamment des pistes d'action. Donc là, j'ai rappelé aussi les différentes étapes de construction d'un PTS. Tout d'abord, on fait un état des lieux du secteur, on regarde
toutes les données existantes, c'est vraiment une recherche bibliographique la plus fouillée possible sur les process, les technologies, les marchés, etc. Après, on élabore des trajectoires et des scénarios avec un itinéraire technologique couplé à une évolution de la demande, et tout ça pour aboutir à un plan d'action. Donc là, je vous présente la courbe finalement de notre scénario de référence du ciment. C'est un exemple de la trajectoire qui a été co-construite avec les industriels cimentiers. Donc là, en fait, on voit les différentes briques, nos différents leviers de décarbonation qui sont modélisés sur cette courbe pour regarder finalement combien de tonnes de CO2 nos leviers de décarbonation vont permettre d'abattre. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? Tout d'abord, la première brique tout en haut, c'est la baisse de la demande. Nous, on regarde déjà l'évolution de la demande. Et là, on fait des hypothèses, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un PTS, c'est de la prospective. On ne fait pas de la prévision. Donc forcément, pour faire de la prospective, on fait des hypothèses. Tout est discutable, mais ça permet au moins de mettre un scénario sur la table. Donc là, sur la partie baisse de la demande, on s'est appuyé surtout sur notamment les chapitres bâtiments de la SNBC, qui donnent déjà des orientations pour évaluer justement cette baisse de la demande. Et c'est la baisse elle est drivée principalement par une baisse de la construction, notamment dans le résidentiel. Alors, juste quand je dis baisse de la construction, on parle en flux et non en stock. C'est-à-dire on baisse le rythme de construction neuve, on ne baisse pas le nombre de logements neufs, de logements global sur le territoire. Et après, en fait, on a modélisé différents leviers de décarbonation. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents leviers de décarbonation, parce que ça peut être un peu long, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, on a essayé de regarder à côté la courbe de coût d'abattement CUMAC en euros par tonne de CO2 évité. Alors ce qu'il faut voir, c'est plus notre rectangle est haut, plus notre technologie ou notre levier de décarbonation permet d'abattre des émissions de CO2. Quand la donnée en euros est négative, ça veut dire que les gains en OPEX sont importants par rapport à l'investissement initial, donc le CAPEX. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner de l'argent, ça veut juste dire que ça nous permet de ne pas trop en perdre. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour avoir cet effet-là de baisse des CO2, il faut qu'on fasse aussi cet itinéraire technologique dans ce sens-là. Ça veut dire que tout en haut, on voit l'upgrading en vert. C'est un investissement qui est très important, mais qui permet aussi d'abattre autant les émissions de CO2 pour les autres leviers de décarbonation. Donc finalement, il est essentiel de mettre en place l'upgrading avant de mettre en place le mix thermique, le taux de clinker, etc., si on veut que ces leviers permettent d'abattre autant de CO2. Une des choses à retenir aussi de ce graphe-là, c'est que cet itinéraire, ce scénario de référence a été construit avec les acteurs de la filière. Donc on s'est basé sur des leviers de décarbonation qui étaient qui ne sont pas vraiment de rupture, qui existent, où il y a un potentiel de développement intéressant. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, on n'arrive pas à atteindre les objectifs de la SNBC, donc on n'arrive pas à atteindre nos moins 80%, puisqu'il reste 3 millions de tonnes de CO2 à abattre. Donc là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour décarboner le secteur du ciment, c'est un vrai défi à la fois technologique, organisationnel et économique. Donc, nos leviers technologiques sont insuffisants pour une décarbonation satisfaisante. Je me dépêche un peu. Autre graphe intéressant autre travail qu'on élabore dans le cadre de nos PTS, c'est qu'on fait aussi les chroniques d'investissement. C'est-à-dire les CAPEX nécessaires pour financer cette décarbonation et nos leviers technologiques. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des investissements qui sont très capitalistiques et qui sont surtout concentrés sur deux grandes phases. Une première phase qui est 2020-2030 sur nos leviers de décarbonation technologique, on va dire un peu plus classique, incrémental, upgrading, taux de clinker et puis notre mix thermique. Et vient a posteriori les investissements nécessaires pour le captage et le stockage du carbone, puisqu'aujourd'hui c'est une solution qui n'est pas forcément mature et qui ne peut être développée que sur certains secteurs, certaines zones territoriales. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a que 6 cimenteries qui seraient éligibles au captage et au stockage du carbone. Donc du coup, ces investissements... j'ai plus le... Ça fait 20% des cimenteries en Europe. Oui, voilà, merci. Très bien. Du coup, ces investissements arrivent dans un second temps. Donc c'est pareil, le CCS, ce qu'on appelle captage stockage du carbone, le CCS, on ne peut pas compter dessus dès le début. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les investissements dans l'industrie lourde sont des investissements très capitalistiques, dont la durée d'amortissement est très longue, donc on compte vraiment des dizaines d'années. Donc
si on veut décarboner notre secteur à 2050, en fait, il faut réfléchir dès aujourd'hui à ces investissements. Et la facture globale, elle s'élève à 4,4 milliards d'euros, soit 440 millions d'euros par an sur les 10 prochaines années. Et donc, voilà, ça montre aussi une facture extrêmement élevée pour le secteur uniquement du ciment. Donc là, un autre graphique, c'est les enjeux économiques. On a regardé les coûts de production à la tonne de ciment. Et là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans notre scénario de référence, avec deux leviers de décarbonation, on double notre coût de production, donc on est à peu près à plus de 130%, qui est lié notamment, voilà, ce qu'on voit en fait dans la structuration de notre coût en 2050, c'est qu'il y a une grosse part de CO2 parce qu'on a fait l'hypothèse que les quotas gratuits commencent à diminuer en 2025 pour s'arrêter en 2030, donc ça c'est pareil, ce sont des hypothèses, et donc finalement on a donné aussi un prix au CO2, et alors pour être exact, en 2050 il est de 180 € la tonne, ce qui fait que finalement on a le principal poste de dépenses dans nos OPEX, dans notre coût de production, c'est le CO2. Ça, ce sont des hypothèses qu'on a prises. Par contre, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que après, si on le rapporte au prix du béton ou au prix de logement, c'est relativement peu significatif. Finalement, c'est moins 1% du prix de logement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le prix du ciment par rapport au béton, le ciment, finalement, ce n'est qu'une partie du béton. On a principalement du sable, etc. Et donc, notre prix du ciment est dilué dans le prix du béton. Et c'est surtout quand on fait un bâtiment, ce qui coûte le plus cher, c'est la main-d'œuvre. Donc finalement, notre prix du ciment, l'augmentation du coût du prix du ciment, il est assez négligeable. Alors là, je vous ai parlé un petit peu du scénario de référence. Le scénario de référence, il faut le voir comme une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on travaille avec les industriels et on regarde les leviers de décarbonation potentiels, on les modélise et on voit jusqu'où on arrive. Là, on constate qu'on n'arrive pas à nos moins 80%. Donc ça, c'est un scénario obligation de moyens. L'ADEME, après, donc là, nous, ADEME, on a construit deux autres scénarios alternatifs dont l'obligation, c'est une obligation de résultat. C'est-à-dire il faut qu'on atteigne nos moins 80% imposés par la CNPC. Et comment on y arrive? Là, on a construit deux univers tout à fait opposés qui sont tout à fait aussi discutables parce qu'on peut prendre, il y a voilà, multitude de scénarios possibles. Nous, on a pris deux scénarios extrêmes dont l'objectif, c'est aussi de créer du débat. Donc, le premier, c'est un scénario, ce qu'on appelle le scénario extrême choc ou le scénario sobriété low-tech. C'est-à-dire qu'il va être drivé finalement par une baisse significative de la demande. Et à l'inverse, complètement à l'opposé, on a un scénario, ce qu'on appelle extrême pari techno-push, où là, on va avoir un développement de la technologie beaucoup plus poussé. Donc là, c'est deux autres univers très opposés dont le curseur a été poussé au maximum. Et donc, on a essayé après de comparer nos différents scénarios sur différents aspects. Alors après, si vous voulez consulter dans la synthèse et après le rapport complet qui sera publié d'ici quelques jours, vous aurez tous les éléments descriptifs, les hypothèses, etc. Mais ce qu'on constate finalement, alors la première ligne, le niveau de décarbonation atteint en 2050, finalement il est atteint dans nos deux scénarios extrêmes puisque c'était notre obligation de résultat alors qu'il ne l'est pas dans notre scénario de référence où finalement on a une baisse que de moins 54%. On arrive même plus loin dans notre scénario extrême techno-push à moins 83 qui est lié un peu aux émissions de CO2 négatives du CCS sur le CO2 biogénique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on abaisse encore plus. Par contre, après, on a regardé les évolutions de la demande nationale du ciment en 2050 par rapport en 2015. Finalement, il y a une baisse très importante sur notre sobriété low-tech, puisque c'est ce qui a drivé notre scénario, moins 60%. Donc là, en fait, on a pris une hypothèse, un cadre réglementaire extrêmement contraignant pour lutter contre l'artificialisation des sols. Donc voilà, c'est un scénario qui est vraiment drivé par la demande, une chute de la demande. À l'inverse, notre scénario techno-push, finalement, notre baisse de la demande, elle est plus faible, elle est moins de 6%. On continue à construire, même avec un rythme plus lent, mais on continue à construire massivement. Après, on a fait forcément les comparaisons en termes de CAPEX. Donc, bien évidemment, comme le scénario techno-push, c'est un développement technologique massif, il va coûter extrêmement plus cher que les autres scénarios. On est à 7,7 milliards d'euros parce qu'il y a des investissements nécessaires et importants pour le déploiement de différentes technologies. Et enfin, on a comparé l'évolution du coût unitaire de production et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'on est en moyenne, alors c'est une grosse moyenne, mais on multiplie par 2 dans tous les scénarios notre coût de production.
Donc après, si on le rapporte au prix du logement, comme je l'ai montré dans la graphe précédente, finalement, c'est assez négligeable. Par contre, ce qui est intéressant, même si on multiplie par 2 dans l'ensemble des scénarios, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on n'avait pas du tout mis en place d'investissement dans la décarbonation, on aurait multiplié par 3 notre coût de production. Donc de toute façon, quel que soit le scénario qu'on prend et les leviers de décarbonation, on baissera de fait notre coût de production. Parce qu'on estime aussi que le prix du CO2 va augmenter dans les années à venir avec la fin des quotas gratuits, etc. Et que ce prix du CO2 va forcément être le poste le plus important dans les coûts de production. Et donc je termine, dernière slide, parce que je sais que j'ai pris trop de temps. Donc juste le calendrier des publications des différents PTS. Là je vous ai présenté l'exemple du ciment, mais on le fait sur les 8 autres secteurs énergo-intensifs. Donc là la synthèse a été publiée, il y a quelques exemplaires à la sortie. Le rapport complet va être publié dans les jours à venir. Et là on travaille actuellement sur le PTS aluminium et sur le PTS acier qui seront publiés d'ici mi-2022, pardon. On travaille également sur le PTS chimie. Donc dans le PTS chimie, on a groupé le PTS éthylène, chlore, ammoniac. Donc la partie, on va dire, plutôt plastique et la partie engrais. Et ce sera disponible d'ici septembre 2022. Et enfin, on va commencer les PTS sucre, papier, carton et verre qui seront disponibles plutôt en 2023. Et en parallèle, on travaille aussi, donc comme je vous l'ai dit, ces PTS, ça s'inscrit dans un programme beaucoup plus global qui s'appelle Finance Climact. Et l'objectif aussi, c'est de traduire nos trajectoires de décarbonation à destination de la cible financière pour qu'elle puisse se l'approprier et qu'elle puisse finalement flécher ses investissements vers des leviers de décarbonation et aussi des investissements bas carbone. Donc là, c'est un travail qu'on est en train de réaliser aussi en parallèle. Voilà. Merci beaucoup Adeline, c'est fascinant. Je vais juste retenir un message qui me semble très intéressant et très politique là-dessus, c'est vraiment que quand on pense à 2050, c'est pas pour penser à 2050. On pense à 2050 pour agir maintenant, pour faire du coup différents scénarios prospectifs qui sont des scénarios voilà, de rupture, qui nous amènent à nous poser des questions, voilà, vraiment à challenger notre façon de penser et d'organiser nos systèmes de production et de consommation. Et évidemment, l'idée c'est d'atterrir après sur des choix qui peuvent être réglementaires, mais qui peuvent être aussi des choix d'investissement, parce qu'on voit bien que là, les barres d'investissement, elles sont dès 2021, dès 2022, donc 2050, ça commence, ça se prépare en tout cas dès maintenant. On va rester sur la question du ciment, on va rentrer dans plus de détails. Laurent, avant de parler d'Ecosem, de qui vous êtes, etc., si tu peux nous expliquer, ou plutôt nous rappeler, enfin, ou nous expliquer, selon les cas, c'est quoi le clinker, et pourquoi c'est important qu'on parle de ciment? Alors, quand on fait du ciment, on utilise 2 matières premières. C'est ici, pardon. On utilise 2 matières premières, c'est du calcaire d'une part et de l'argile d'autre part. Le calcaire, c'est 80% du cru, hein, c'est-à-dire de la matière première qui sert à faire le ciment. On met ça dans un four à 1500 degrés. Et qu'est-ce qui se passe dans le four? On fait le clinker, qui est la matière première, qui est ensuite broyée pour faire le ciment qu'on utilise. Quand on décarbonate le calcaire, on extrait le CO2 qui s'est accumulé au cours des temps géologiques dans les océans. Et c'est la même chose que de brûler du charbon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la deuxième source en fait, de CO2 finalement terrestre qu'on ressort en faisant ça. Donc c'est une catastrophe écologique. Et la nécessité absolue de changer cette technologie est absolument... c'est comme le charbon, hein, sauf qu'on en parle moins parce que c'est moins médiatique que le charbon. Donc les 2/3 des émissions du ciment, c'est lié à cette décarbonatation du calcaire. Voilà. Donc le clinker, c'est la matière première qui sort du four. Il est broyé pour faire le ciment, et ensuite on utilise ça dans le béton à hauteur d'un certain pourcentage par mètre cube de béton. Donc ça c'est la base du truc. Donc retenez que faire du ciment, ça ressemble beaucoup à brûler du charbon. Je pense que c'est ça le truc qu'il faut retenir pour faire simple. Bon. Ensuite, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur Ecosem. Ecosem, je ne suis pas venu pour faire de la publicité pour Ecosem, pas du tout. Je suis venu pour parler de la transition climat et de ce qu'on peut faire pour demain. Rapidement, Ecosem, c'est une boîte qui fait depuis 20 ans de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on représente 2% de la production de matériaux cimentaires en Europe, mais on ne fait pas de ciment. On recycle en fait les laitiers de hauts fourneaux, qui sont le sous-produit issu de la production de la fonte, donc un sous-produit de l'aciérie, qui par définition est un sous-produit. Dès qu'on vend du laitier de haut fourneau en remplacement du ciment, c'est du ciment qui n'est pas produit, donc c'est du CO2 qui n'est pas émis. Voilà. Économie circulaire, c'est ça qu'il faut retenir comme message aussi. C'est beaucoup plus intéressant que de parler de CO2, parce qu'après on rentre dans des politiques compliquées d'allocation de CO2 par-ci, allocation de CO2 par-là, qui j'avoue ne m'intéressent pas beaucoup.
En 2014, bon, moi j'ai 35 ans de métier dans l'industrie, je fais des matériaux depuis très très longtemps. En 2014, j'ai fondé finalement la recherche de cette entreprise, qui est une entreprise d'origine irlandaise. Et j'ai anticipé en 2014 ce dont on parle aujourd'hui. Et je crois que quelqu'un a dit à un moment, il faut anticiper. Nous l'avons fait chez Ecosem, sans faire de bruit, hein, parce que j'ai un collègue dans la salle, un ex-collègue qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne parles pas à l'extérieur ?» On n'a pas parlé parce qu'on voulait parler au moment où on était prêt. Donc aujourd'hui, je parle parce qu'on est prêt, on est capable de dire des choses très précises sur la suite des événements. En 2020, on a fait rentrer dans l'entreprise la fondation Bill Gates, qui est donc un investisseur financier. On parlait du manque d'investisseurs financiers en Europe. On a fait rentrer un Américain. Pourquoi? Parce que c'est un fonds financier qui s'intéresse uniquement à la réduction carbone et donc aux entreprises qui ont un gros potentiel de réduction carbone dans l'industrie. Donc on a mis plusieurs mois à discuter avec eux. On a fait vraiment de la technologie avec ces gens-là. Donc c'est vraiment un fonds financier qui n'a rien à voir avec le fonds financier classique. Et je dois avouer que pour nous, c'est une excellente nouvelle et un excellent support pour le futur. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, notre principale raison d'être, c'est de proposer, comme l'a dit tout à l'heure Adeline, vraiment des leviers technologiques. La partie levier technologique dans le ciment est très faible. L'industrie cimentière a peu bossé sur ces sujets-là, et toujours pas décidé vraiment à bosser sur ces sujets-là. Moi, j'en viens de l'industrie cimentière, j'ai passé quelques années chez Lafarge, donc je peux en parler tranquillement. Il y a un manque de recherche, il y a un manque d'investissement, il y a un manque d'anticipation, hein, tout simplement. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est en train de changer, vous vous en doutez, puisque en 2025, ils vont commencer à perdre les quotas gratuits. Aujourd'hui, les quotas gratuits d'émissions de CO2, donc les droits à polluer, représentent 90% de la production de clinker. Donc 90% est couvert par des quotas gratuits. Vous imaginez bien qu'à ce stade-là, ça ne donne pas très envie de bouger et de faire des gros efforts. Donc ça va changer à partir de 2025 et on anticipe à 2030 qu'il n'y aura plus que 47% des émissions de CO2 qui seront couvertes par des quotas gratuits pour le clinker. Donc l'industrie cimentière est obligée de changer, est obligée d'évoluer. Et ce qu'on va faire nous, c'est de leur proposer en fait une coopération à une échelle la plus large possible afin de faire changer les technologies et de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, la seule communication qu'a fait l'industrie cimentière, pour faire très simple, c'est la capture du carbone. On vient d'en parler tout à l'heure. C'est une solution qui, au mieux, peut démarrer à 2035, qui pose des tas de problèmes technologiques et qui n'est pas prête aujourd'hui. Ecosem, on s'est focalisé sur 2030. Pourquoi 2030? Parce que si on suit le rapport du GIEC, et ça fait quand même assez peur, je ne suis pas jeune, donc pour les jeunes c'est encore pire, voilà. Ça fait très peur et on sait que si on ne fait rien dans les 10 ans à venir, ça nous posera un énorme problème pour la suite. Donc on est pressé. Ecosem, on veut faire vite. Pour faire vite, c'est certainement pas de carbone capture, c'est certainement pas ces technologies-là qui vont marcher. Alors je vais faire simple. On développe un ciment qui contient que 20% de clinker. 20% de clinker. C'est-à-dire en gros une réduction des 2/3 de l'empreinte carbone actuelle du ciment. Le reste étant remplacé par quoi? Par du calcaire broyé. Le calcaire broyé, c'est la même chose que ce qui se trouve dans les carrières aujourd'hui des usines cimentières, sauf qu'au lieu de le mettre dans le four, on le broie. Quand on le broie, on émet très peu de CO2, bien évidemment. Si en plus les broyeurs travaillent à l'électricité verte, on est tranquille. Voilà. Et on complémente le tout, donc au moins 50% de calcaire broyé. Et on complémente le tout par soit du laitier de haut fourneau dont je parlais tout à l'heure, donc le sous-produit de l'industrie sidérurgique, soit par d'autres matériaux qui peuvent être des pouzzolanes naturelles ou autres produits à basse émission de CO2. Le produit aujourd'hui est un produit qui permet de faire du béton comme les bétons d'aujourd'hui, c'est-à-dire même propriété mécanique, même propriété rhéologique, etc., etc. Et pourquoi ça marche? C'est tout simplement parce qu'il y a une sous-optimisation de l'utilisation du ciment dans le béton. Aujourd'hui, on met beaucoup trop de ciment dans le béton, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait 35 ans que je sais ça, donc c'est pas très nouveau. Pourquoi on met beaucoup de ciment dans le béton? Vous vous en doutez bien, quand on fabrique du clinker, on a envie d'en vendre. Donc effectivement, il n'y a jamais eu un effort de fait par les cimentiers pour dire on peut faire du béton avec beaucoup moins de clinker, ça n'a jamais été le cas. Bon, maintenant ça va devenir d'actualité, mais pas historiquement. Donc pourquoi on met trop de ciment dans le béton? Tout simplement parce qu'on met aussi trop d'eau dans le béton. Donc quand on met trop d'eau, on fait de la porosité. Pour combler cette porosité,
On doit mettre plus de colle, la colle c'est le ciment, donc on met beaucoup de ciment, beaucoup trop d'eau, etc. Donc notre technologie se fonde sur 2 choses, réduction de la quantité de clinker et réduction de la quantité d'eau. On divise par 2 la quantité d'eau pour faire du béton. Et là, l'innovation de fond, c'est qu'on fait des bétons qui ne sont pas plus visqueux. Parce que le grand problème des bétons aujourd'hui, c'est que quand vous êtes sur un chantier, il faut le pomper, il faut le couler à travers différents outils, ça dépend des technologies. On veut des bétons fluides, non visqueux. Aujourd'hui, on fait des bétons fluides non visqueux avec un rapport eau sur ciment qui est divisé par 2. C'est ça l'innovation. Fondamentalement, c'est ça. Après, il y a d'autres astuces, évidemment, sur ce sujet-là. Donc la stratégie d'Ecosem, elle est très simple. On ne gardera ça pas pour nous parce qu'on ne représente que 2% de la production de ciment en Europe. Donc on est peanuts. Si on veut agir sur le changement climatique, il faut transférer cette technologie aux cimentiers. C'est ce qu'on est en train de faire. J'espère qu'on aura du succès. C'est en cours. Et en tout cas, on cherche vraiment à coopérer. Le sens profond de ce qu'on fait, c'est chercher à coopérer, chercher à coopérer, chercher à coopérer. L'histoire de la petite compétition permanente, face aux enjeux climatiques, je pense que c'est terminé, il faut passer à autre chose. Donc moi, quand je discute avec les cimentiers, tous les gros cimentiers, je leur dis, entrez dans une logique de coopération. Et on est prêt à ce qu'on s'associe ensemble pour faire quelque chose. C'est vraiment ça qu'on veut faire, supporté par la fondation Bill Gates, et supporté par un patron visionnaire qui a fondé cette boîte, s'appelle Donald O'Ryan, qui est un homme qui a fondé cette boîte il y a 20 ans, avec cette idée-là. C'est-à-dire, il y a 20 ans, il avait déjà en tête d'impacter sur le changement climatique. Donc je l'ai rejoint en 2014 et aujourd'hui on est prêt à impacter sérieusement. Donc ça veut dire que les scénarios de l'ADEME, il va falloir les changer. On retravaillera parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot et on peut faire mieux que ce qui est écrit là, je pense. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas très politiquement correct, mais je dois être comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent. On va passer un peu à l'échange, au débat, aux questions. Déjà, je vous invite à préparer vos questions, donc à la fois vous qui êtes en présence ici, mais aussi les personnes qui nous suivent à distance. Pour les personnes qui nous suivent à distance, vous pouvez du coup écrire vos questions et mon collègue Mathieu va me les envoyer par téléphone et je pourrai du coup me faire votre porte-parole. Donc pendant que vous réfléchissez à vos questions, moi j'en ai une première pour Jules. Donc là, au niveau européen, on a de nombreuses propositions qui sont faites par la Commission européenne, une vingtaine de propositions qui sont faites avec cet acronyme atroce du Fit for 55. Mais en gros, voilà, c'est le grand paquet législatif, énergie, transport, bâtiment, climat de l'Union européenne, avec un potentiel de transformer radicalement le cadre réglementaire, les incitations économiques. Dans tous ces éléments-là que la Commission a déjà proposé le 14 juillet ou va proposer là ce midi, Jules, pour toi, quels sont les points clés, les 1, 2, 3 sujets sur lesquels il faut vraiment agir pour arrêter de récompenser l'inaction et pour récompenser l'innovation? C'est une excellente question et c'est une question difficile parce qu'en effet ce package comprend à peu près toute notre économie. Pour moi la réflexion principale elle est toujours sur le prix du carbone parce que c'est ce qui va faire et défaire un peu tous les secteurs différents. Donc moi je commencerai en fait toujours par la réflexion sur ETS et sur les ajustements aux frontières. Surtout quand on parle d'industrie lourde, c'est ce qui va avoir disons, les effets les plus importants. Alors que regarder au sein de ça? Pour nous, il y a plusieurs choses très précises. La première, c'est la fin de ces quotas gratuits, parce qu'on voit, ça arrête toute l'innovation. C'est faux, il n'y a pas de carbon leakage, je veux dire, tout ça est une construction de l'industrie. Donc il faut arrêter ces quotas gratuits, le remplacer par un ajustement aux frontières qui est efficace, pour en effet éviter que certaines industries, à l'avenir, à la fin de ces quotas gratuits, aient envie de faire du leakage et du dumping. Donc c'est très important. Mais donc voilà, finir avec ce régime actuel, continuer une politique de prix à la hausse pour le prix du carbone, et si possible, si on n'a pas, disons, de plancher de prix de carbone qui inciterait des investissements, au moins fonctionner avec des mécanismes comme des contrats de différence qui permettraient de subventionner certaines technologies pour décarboner certaines industries. Donc en tout premier lieu, pour moi, c'est le prix du carbone et tous les systèmes qu'il y a autour. Et je dirais les deux suivantes que je regarderai moi personnellement. La première, c'est sur l'énergie propre, que ce soit la RED ou d'autres, pour voir en fait comment se font les permis
l'installation d'énergie propre et d'hydrogène. Pour nous, c'est un sujet très important. Et peut-être une troisième dont on parle un petit peu moins, mais que moi j'aime bien mentionner, c'est toute la politique agricole et notamment la création d'un marché carbone agricole qui, au-delà du fait de séquestrer du carbone dans nos sols, qui est quelque chose de positif, en fait, pour stocker du carbone dans nos sols, ça nous fait adopter plein de pratiques très vertueuses. Et donc, pour moi, ça, c'est un cercle vertueux sur lequel il faut absolument travailler. Pour rappeler un peu le débat sur la question des quotas gratuits, donc actuellement, ce marché européen du carbone, donc, il existe depuis le milieu des années 2000. Son prix a beaucoup varié. Dans les années 2010, il était assez bas. Il était autour de 5-10 € la tonne de CO2, donc bien loin des 180 € la tonne dans 2050 dans le scénario de l'ADEME. Par contre, ce prix s'est très très fortement envolé. Il est monté jusqu'à, de mémoire, 30 € il y a un an. Et là, ce matin, j'ai vérifié, il est à 85 €. 85 € désormais. Donc du coup, si on extrapole, presque ce que vous l'extrapolation, les 180 €, on les atteint pas en 2050, mais dans 6 mois. Donc on voit voilà, qu'on peut avoir des surprises. Ce prix-là, il est pleinement payé par les électriciens, quelques exceptions près en Europe centre-orientale, mais si vous produisez de l'électricité avec du gaz ou avec du charbon, vous payez ça, vous payez ce prix. Par contre, si vous êtes un cimentier, un acteur historique qui a réussi à bien négocier les choses, à faire un bon petit lobbying lors de la dernière réforme de ce marché européen du carbone, vous avez la quasi-intégralité en quota gratuit. Et donc en fait, c'est un mécanisme de subvention en fait, indirect à cette Aujourd'hui, le coût du carbone pour les cimentiers n'excède pas 5 € à la tonne de clinker. À peu près. Et juste pour donner un chiffre, du coup, au prix actuel du marché ETS, les quotas gratuits, ça représente en Europe 40 milliards d'euros par an. Donc on est sur des sommes tout à fait considérables. 40 milliards, c'est plus que le budget annuel de l'armée française, pour vous donner ça comme point de comparaison. Et l'idée initiale, c'était de protéger ces industries en se disant que si elles payaient un prix haut du carbone, eh bien des industries étrangères pourraient faire un import en Europe sans payer ce prix du carbone, et donc faire de la concurrence déloyale aux Lafarge, ArcelorMittal, etc. etc. Le problème, c'est que des importations de ciment, il y en a quand même très très peu, et les importations de l'acier, il y a d'autres manières de les protéger que ça. Par notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières proposé par la Commission. Et ce que la Commission propose actuellement, et en tout cas dans la philosophie, Jules, c'est ce que tu disais, il y a l'idée de faire, si je puis dire, un fondu enchaîné. À partir de 2026, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières rentre en vigueur, mais à un tout petit niveau, 10% de sa puissance complète. Et en même temps, dès 2026, une réduction de 10% des quotas gratuits. Et avec ces ajustements de 10% chaque année, en 2035, arriver à une situation où il n'y a plus de quotas gratuits et ce mécanisme pleinement... J'ai une petite question à ce stade que nous nous posons. Dans la mesure où le prix du carbone s'envole, ça veut dire qu'ils vont payer, enfin tous les acteurs qui émettent du carbone vont payer plus, et donc ils vont faire monter les prix. Aujourd'hui, c'est la seule réelle stratégie des acteurs cimentiers, je parle de ce que je connais, c'est monter les prix. Les anticipations de hausse de prix l'an prochain, c'est 12 à 15% sur le ciment. Et ça va continuer dans ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le doublement du prix du ciment n'est pas un problème. Effectivement, ce n'est pas un problème. Donc on peut très bien imaginer un scénario noir, où pendant les 5-10 ans qui viennent, ils vont compenser ce qu'ils vont devoir payer par des hausses de prix. D'accord ? Je pense que ça fait exactement partie des possibilités. Donc si on ne fait pas de changement technologique, si on n'est pas capable de faire bouger les lignes sur ce plan, moi je le vois plus comme un ajustement de leurs profits associé à des taxes qu'ils vont payer et des prix qu'ils vont faire monter. Ils ont une position dominante, on a besoin de ciment, on a besoin de construire des logements, donc ça va être difficile de leur dire, chers amis, on n'est pas d'accord. Voilà. Bon, donc face à ça, quels sont les leviers que nous commençons à entrevoir ? Je pense qu'il y a l'opinion publique qui est un levier fondamental. Aujourd'hui, l'opinion publique peut commencer effectivement à casser un peu l'image de certaines entreprises. Ça pose un problème pour le recrutement en particulier. Donc il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus envie d'aller dans ces secteurs-là si on ne leur montre pas quelque chose de sérieux vis-à-vis du changement énergétique, du changement du mix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les incitations politiques, on vient d'en parler, donc au niveau de l'Europe, etc. Je pense que la troisième chose, c'est ce dont j'ai parlé, c'est le changement technologique, c'est-à-dire les amener à faire
mieux en termes de carbone, avec peut-être la même quantité de matière produite, mais dans de bonnes conditions. Voilà. Mais très sincèrement, c'est un débat que je n'ai jamais entendu. Je pense que les hausses de prix vont devenir extrêmement problématiques, de manière générale. Ouais, et c'est un sujet de grande actualité, la hausse de prix en ce moment sur tout un ensemble d'éléments. Je vais revenir sur du coup le scénario, le PTS de l'ADEME, donc le plan de transition sectorielle de l'ADEME. J'étais assez surpris en fait en regardant le très faible coût du scénario sobriété. C'est-à-dire que autant sur le scénario techno on est à 7 milliards, donc à 7000 millions d'euros, et sur la sobriété on est à 240 millions d'euros. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce scénario, et j'ai envie de dire, si la sobriété ça coûte si peu cher que ça, pourquoi pas opter pour ça en fait? Alors, en effet, il coûte peu cher parce que finalement il y a peu de développement technologique. Et alors je vais vous retrouver juste les deux. Voilà. Les deux seuls leviers décarbonation qui sont développés finalement, c'est le taux de clinker et la diminution du taux de clinker et le mix thermique. Mais on ne passe pas par les autres leviers de décarbonation technologique. Donc finalement, on n'a que ces deux. Alors, dans la synthèse, il y a la chronique d'investissement sur ces deux leviers de décarbonation qui justement, on investit uniquement entre 2020 on va dire 2022-2035. Après, on n'a plus besoin d'investir puisque finalement, on a nos deux leviers de décarbonation, mix thermique et taux de clinker. Donc c'est pour ça qu'il coûte peu cher en fait. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? C'est-à-dire quelles seraient les faiblesses de ce scénario-là? Alors, la faiblesse, je pense, c'est... en fait, si vous voulez, nous, on a fait le scénario de référence qu'on construit avec les acteurs, et nous, l'ADEME, on s'est donné la liberté d'en avoir deux autres. Nous, on ne choisit pas un scénario, on monte les différentes possibilités. Et après, c'est, j'ai envie de dire, à l'ensemble des acteurs de s'approprier les scénarios et de voir comment ils souhaitent les mettre en place. Mais en effet, après, la faiblesse, moi, j'aurais tendance à dire, dedans, c'est moins 60%, une baisse de la demande de moins de 60%, voilà, l'acceptation aussi sociale et sociétale finalement du secteur du ciment, du béton, de la construction, etc. Parce que derrière on va parler de perte d'emploi, etc. Mais par exemple, on a aussi regardé dans notre scénario de référence, alors là je rebascule sur le scénario de référence, l'évolution des emplois. On voit qu'il y a des pertes, mais on voit aussi qu'il y a des gains d'emploi. Et finalement, la perte d'emploi est très limitée parce que le gain d'emploi, ça va être par exemple dans le développement de nouvelles technologies et puis le CCS qui demande aussi de la main-d'œuvre. Et donc finalement, l'impact sur l'emploi, il va être assez minime. Par contre, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes compétences. Donc on va perdre d'un côté, on va en gagner de l'autre, mais du coup, il y a une nécessité d'accompagner aussi ces différents secteurs dans la transformation, les formations, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, on peut faire une synthèse, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un scénario de sobriété, effectivement, oui, en baissant radicalement le taux de clinker. C'est ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, le taux de clinker, si j'en crois l'industrie cimentière, il est de 75% dans les ciments actuellement. Il compte le baisser à 67% en 2030. Donc c'est une ambition extrêmement forte. Nous, on estime que si on adoptait à partir de 2025 la technologie dont je vous ai parlé, on pourrait faire baisser le taux de clinker radicalement et faire baisser de 50% les émissions de CO2 du secteur à 2030. Voilà, donc il y a une vraie, et je pense si on remplaçait 60% du ciment existant par ces nouvelles technologies. Donc on n'est pas dans des investissements lourds, ça c'est la grande différence avec Carbon Capture. On peut faire ça dans des usines actuelles, dans des cimenteries actuelles. Il faut juste un peu travailler sur les broyeurs et faire un peu d'investissement de broyage. Mais à côté de Carbon Capture, ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est un scénario qui coûte pas cher, premier point, qui est choquant pour l'industrie cimentière parce que baisser radicalement le taux de clinker, quand vous avez fait ça depuis de nombreuses années, c'est pas facile à accepter, mais qui commence en fait à percoler dans leur tête. Hein. Je peux vous le dire, puisqu'on est en pleine discussion en ce moment. Ça y est, ils se disent c'est la meilleure solution pour nous, c'est moins cher, ça permet de préserver nos usines, parce que sinon, nos usines, on va être obligé d'en fermer certaines, donc c'est un coût monstrueux, social, etc. Voilà, donc je pense qu'on peut trouver, et je serais ravi de reparler ensuite avec l'ADEME, on peut trouver un scénario intermédiaire intelligent, et c'est ce qu'on va promouvoir, en tout cas, on sert de catalyseur, hein, c'est tout. On estime que c'est pas nous qui pourrons faire le boulot tout seul, mais on espère être un catalyseur. Alors juste, nous, on a mis sur la table des différents scénarios. Par contre,
nos modèles de modélisation, etc. sont publics pour que justement l'ensemble des acteurs se les approprient pour faire leur propre scénario. Nous, on montre deux univers très opposés, très différents pour montrer le champ des possibles, pour que chacun puisse se projeter en comparant finalement nos différents aspects. Mais après, chacun peut se les approprier. Nous, nos documents sont publics, etc. Et chacun fait son propre scénario. Et il faut saluer l'approche de sobriété. C'est un choix sociétal qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais qui est très très intéressant et qui est toujours, je suis d'accord, à opposer au scénario ultra techno, qui est de dire on va garder exactement la même consommation, mais on va tout remplacer par de la techno verte, ce qui, finalement, moi je trouve ça assez utopique. Je voulais revenir juste une seconde sur le fait que la capture de carbone n'est pas une panacée. Voilà, c'est très facile de l'imaginer comme une technologie qui va tout résoudre, qu'on va mettre à la fin de chaque usine et voilà, on n'a plus de problème. Ce n'est pas le cas. Comme on le disait, très très peu de cimenteries peuvent être rétrofitées avec ce type de technologie. Il y a aussi des problèmes de localisation. La plupart des cimenteries sont à côté des carrières. Donc après, pour acheminer ce CO2, pour le réutiliser, c'est un vrai problème. Donc voilà, c'est très facile de se l'imaginer comme la solution parfaite, ça ne l'est pas, et donc il faut absolument regarder d'autres solutions technologiques comme la réduction de clinker. Peut-être juste pour finir un mot sur la sobriété, parce que je trouve que le débat qu'on est en train d'avoir est vraiment très intéressant. Donc avant, à un moment on a parlé décroissance est un gros mot, on l'a transformé en sobriété, et puis on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, là on a eu sur ces derniers mois énormément de scénarios qui ont été publiés par différents acteurs, et tous intègrent cette logique de sobriété, mais avec plus ou moins des pincettes, en faisant plus ou moins attention au niveau de sobriété qu'on va proposer. Je trouve que c'est intéressant ce que vous avez fait à l'ADEME, parce que justement il y a ce scénario extrême, sobriété, qui en soi fonctionne, mais qui pose la question de l'acceptabilité, et c'est pas vraiment une acceptabilité sociétale, c'est avant tout l'acceptabilité des acteurs économiques, de se dire ok, on va réellement réduire notre production, parce qu'on part sur un modèle macroéconomique complètement différent, et ça suppose de changer complètement notre business model. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que on se rend compte aussi que finalement, si on pousse au maximum les scénarios techno, on n'arrivera quand même pas à cet objectif de moins 81% de la SNBC. Et donc du coup, la question de la sobriété, elle doit se poser. On doit poser la question de sa mise en œuvre, et aussi de son échelle. Juste, j'en profite. Là, moi, je vous ai présenté les plans de transition sectoriels, mais l'ADEME vient de publier aussi ses visions, travail prospectif sur l'ensemble. Alors là, on parle de l'industrie, mais sur l'ensemble des différents secteurs. Donc, vision prospective, énergie-climat, avec 4 scénarios, avec 4 univers différents. Donc, l'objectif, pareil, hein, même exercice, de mettre sur la table et d'ouvrir le débat sur 4 visions de sociétés différentes. Et on va regarder le bâtiment, le transport, l'agriculture, l'industrie, etc. Donc ça, il ne faut pas hésiter aussi à les consulter. Il y a une conférence de presse de notre président le 30 novembre dernier. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc on a aussi des questions en ligne. Dans la salle, du coup, vous êtes pour l'instant 4, ok, on va prendre peut-être une première salle de... Non, 5, ok, on va prendre 3 personnes. Donc, monsieur là avec les lunettes et la cravate bordeaux. Oui, bonjour, je suis Sylvain Lenette, donc responsable énergie changement climatique chez France Chimie, donc la Fédération de la chimie en France. La chimie, c'est 220 000 emplois en France, 5% des émissions de gaz à effet de serre nationales, donc c'est quand même pas mal. Et on a publié notre feuille de route de décarbonation, dont je suis l'auteur d'ailleurs, en mai dernier. Juste pour répondre au fait de récompenser l'inaction, la chimie c'est moins 63% d'émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Dans l'industrie dans son ensemble, c'est moins 45% en France. Donc l'industrie est responsable des 2/3 des réductions d'émissions en France depuis 1990. Alors certes, il y a eu des délocalisations, on en est tous très attristés, surtout que ça engendre des importations de produits encore plus intensifs en émissions de gaz à effet de serre. Alors avec ça, je nie pas du tout le fait qu'il faille aller plus loin, même accélérer sur la décarbonation. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, sur l'industrie, on est en train d'arriver sur un plateau en matière de réduction des baisses d'émissions, et il y a un saut technologique à faire. Mais le problème, c'est que vous avez donné le chiffre de 300 et quelques euros la tonne. Bon, je doute un peu de ce chiffre, je pense que c'est beaucoup plus pour la production d'acier propre.
Pour l'ammoniac, c'est à peu près pareil. À ce prix, ça représente 300% de la valeur ajoutée de la production d'acier. C'est pareil pour l'ammoniac. L'ammoniac, ça sert à faire des engrais, mais aussi des polyamides, qui ensuite vont dans les contenants de batteries, etc. C'est une brique essentielle de la chimie en France. Donc aujourd'hui, il n'y a pas du tout de business model pour faire de la production propre. Aujourd'hui, il n'existe que le système EUETS, qui certes taxe les émissions de gaz à effet de serre, mais ne soutient pas ce genre d'initiative. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à 85 € la tonne, ça pèse pour 65% de la VA de l'acier ou de l'ammoniac, sans quota gratuit, donc il n'y a pas non plus pas de business model. J'y vais. Et pourtant, les centrales charbon tournent à fond. Donc, je passe, mais en gros, donc on a choisi la technique du bâton. Il n'y a pas du tout de soutien qui permette d'avoir un business model en Europe, alors que sur l'ammoniac, par exemple, aux US, on fournit 3 € par kilo d'hydrogène propre ou 80 $ par tonne de CO2 stocké. Donc on a choisi la carotte plutôt que le bâton. Oui. Et donc les investissements dans l'acier propre et dans l'ammoniac propre se font aujourd'hui aux États-Unis et en Arabie Saoudite. C'est quand même un comble. Et pourtant, il n'y a pas d'US ETS ou de SA ETS. Alors, Jules répondra à cette question-là, il connaît bien les États-Unis par ailleurs. donc voilà, j'ajoute, pendant que Mathieu, si tu peux passer le micro à Adrien qui est là à l'extrême gauche, enfin mon extrême gauche à moi, c'est pas du tout quelque chose de politique, hein, désolé Adrien. Je me fais porte-parole d'une question qu'on a reçue d'Anouk Faure par internet, qui est une question pour Ecosem. Anouk nous demande, pouvez-vous nous parler de la norme française sur les ciments bas carbone ? Faut-il une norme européenne pour exploiter ce levier? Voilà, donc je vous donne ça. Éviter le sujet des normes, parce que c'est le sujet très difficile. Voilà, on prend une troisième question d'Adrien, on a des réponses du panel et après on reparlera pour une autre série de questions. Bonjour, merci pour les présentations. Donc, Adrien Hainaut de l'Institut de l'économie pour le climat. Vous avez été deux à parler du problème des investisseurs à un stade bien précis du développement des technologies, une première fois dans la présentation sur les Clean Tech Europe et une deuxième fois réévoqué dans la présentation sur Ecosem. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Qu'est-ce qui manque à ce niveau-là? Est-ce que c'est le nombre d'acteurs impliqués? Est-ce que ce sont les volumes financiers qu'ils peuvent déclencher? Est-ce que ce sont les conditions auxquelles ils proposent ces financements? Est-ce que c'est des problèmes d'intérêt pas alignés entre ce que vous voulez faire et ce que les investisseurs recherchent? Est-ce que ce sont les durées, le côté court terme, long terme? Voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ce en quoi il peut y avoir un mismatch à ce niveau-là? Merci. Merci. On commence par Jules. Oui, donc très rapidement, donc sur le prix de 325 € la tonne, c'est une étude de Columbia, je vous laisserai regarder, je peux vous l'envoyer, ça a l'air plutôt sérieux. L'idée c'est de dire que c'est le prix aujourd'hui, hein. C'est ce que ça coûte aujourd'hui avec un l'hydrogène vert qui évidemment coûte très très cher à produire et des coûts d'électricité qui sont encore élevés du fait qu'on ne soit pas passé en full renouvelable. L'idée c'est qu'à 2035, ce prix-là ne soit plus du tout de 325 €, soit bien plus bas. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'on adopte qu'une stratégie du bâton. On a quand même la carotte de l'Innovation Fund derrière qui est là pour développer ces technologies-là et faire baisser les prix. Alors je suis le premier à critiquer l'Innovation Fund, je trouve qu'il va à beaucoup de corporates plutôt qu'à des gens comme Ecosem, mais voilà, la carotte existe en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour la première. Sur la question du financement, c'est une question qui est très épineuse. Il y a plusieurs dynamiques à prendre en compte. Donc la première, c'est la densité des acteurs de financement de croissance. On n'a pas de gros fonds de gross equity en Europe, tout simplement, sur ces questions de clean tech, et encore moins qui sont prêts à aller sur des vrais sujets hard tech. Voilà. Il y en a quelques-uns aux États-Unis, il y en a quelques-uns en Asie, c'est en train de se monter en Europe, mais ils n'existent pas encore. Les autres choses à regarder, c'est en fait l'intérêt qu'ont ces fonds à rentrer dans des paris de croissance en Europe. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à construire des champions européens et on a du mal ensuite à les faire s'introduire en bourse ou à les se faire racheter à des prix convenables qui seraient intéressants pour des financiers de croissance.
Et donc les incentives pour créer ce type de fonds de, disons, 500 millions d'euros qui vont aller pouvoir mettre des tickets importants et créer ces champions, en fait, ne sont pas là aujourd'hui. Alors là, en termes de régulation et de choses qu'on peut faire, il faut évidemment collaborer avec le Fonds d'investissement européen qui essaye justement d'encourager cette création de fonds. Il faut réfléchir à la taxonomie et aux disclosures et être sûr eh bien, que, voilà, qu'on fait l'émergence de ce type d'acteurs. C'est en cours, hein. Il y a beaucoup de fonds qui sont en train de se monter. Je pense à Trill Capital par exemple en Suède qui vient de lever 900 millions d'euros, donc il va pouvoir faire de la croissance. Voilà, certains autres, mais c'est encore assez... Juste pour rebondir avec une petite pirouette. Si tu peux lui mettre ton micro. Ah, pardon. Quand vous lisez, c'était j'ai plus dans la presse il y a quelques mois, il y a une French Tech qui a levé 500 millions d'euros à peu près pour faire des vignettes Panini de footballeurs sur Internet. 500 millions d'euros. Nous, on a levé une vingtaine de millions d'euros avec Bill Gates, là. Voilà, c'est tout. Donc, j'arrête là. Je trouve qu'on est effectivement dans une situation compliquée parce que si vous voulez aller vite, il faut des fonds, il faut des investissements. On a même en tête, nous, de monter une société spécifique pour la technologie dont je viens de parler, peut-être avec des actionnaires cimentiers d'ailleurs, qui pourraient travailler avec nous. Cette société, on pourrait la faire financer par des fonds vertueux, des fonds verts, et lui faire perdre de l'argent pendant 10 ans, comme Tesla, comme d'autres sociétés aux États-Unis, dans ce business model-là, qui me paraît un business model pour l'innovation particulièrement performant. Mais on n'a pas les fonds financiers pour le faire aujourd'hui, donc ça va peut-être venir. Mais ça répond, je pense, à ce qu'on vient de dire tous les deux, ça répond. On est encore dans une phase immature, à mon avis. Très bien. On va du coup prendre une deuxième série de questions. Il y avait... les normes peut-être, non? Monsieur, pardon? Je réponds pas sur les normes. Pardon, excuse-moi, vas-y. Faut oublier ce sujet. Ouais, c'est un vague sujet. Oui, alors on est très... Bon, les normes, ça sert à quoi? Ça sert effectivement à protéger le consommateur, il ne faut quand même pas se tromper. Moi, je ne suis pas un anti-norme du tout. Et en particulier, quand on fait des constructions en béton, ça sert à éviter que ça s'écroule, qu'il y ait des problèmes majeurs qu'ont fait certains ponts récemment. Donc, il faut des normes, il n'y a pas photo là-dessus, et il ne faut surtout pas laisser le machin partir dans tous les sens. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les normes, pour être assez simple, aujourd'hui sont faites par des panels de commissions techniques qui sont occupés par les cimentiers. Là, je parle de mon domaine, je ne parle pas du reste. Donc les cimentiers dirigent l'organisation de cette structure normative. Jusqu'à présent, évidemment, ils ont fait passer dans les normes ce qu'ils avaient en tête. Et donc, pour les faire changer, on est obligé de passer par les cimentiers pour les convaincre de bouger avec nous et donc aussi de faire changer les normes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on travaille sur des bétons bas carbone de première génération aujourd'hui, pas la génération dont je viens de vous parler. Avec Vinci Construction, on est en train de faire un certain nombre d'ouvrages, dont le village olympique, un bâtiment sur le village olympique en ce moment, avec un ciment bas carbone à 80 kg de CO2 par tonne contre, allez, on va dire 800 pour du clinker traditionnel. On a pu le construire avec Vinci. Pourquoi? Parce qu'on est passé par l'EOTA, qui est l'organisme européen qui délivre des European Technical Assessment, et qui permet de contourner le système normatif actuel qui est bloqué au niveau de l'Europe. Je pense qu'on le sait ça. Les normes européennes sont bloquées pour des questions juridiques. Là, c'est dans la main des avocats, des legals. Donc tous les commissaires européens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Tant que les legals n'ont pas dit on y va, il ne se passera rien. Donc les normes sont bloquées au niveau Europe. Voilà, c'est tout simple. Donc nous, on les a contournées par ce système-là, sauf qu'il y a un petit... Donc on a un ciment là, et on fera la même chose pour celui dont je suis en train de parler, qui va avoir un marquage CE, qui a un marquage CE. Simplement, il n'est pas directement autorisé, parce que ça serait trop simple, pour en faire du béton. Voilà. Donc on peut produire notre ciment avec un contrôle qualité, machin, tout ce qu'on veut. Il n'est pas autorisé pour faire du béton, parce que les normes béton sont nationales. Donc chaque pays fait sa petite soupe et dit, ben voilà, ma norme béton c'est ça, et mes autorisations de production de béton sont associées à tel et tel ciment, et c'est tout. Donc pour faire changer les normes béton, on peut passer par la normalisation habituelle, mais pour ça il faut les cimentiers avec nous, ou travailler, ce qu'on est en train de regarder avec les sociétés d'assurance, avec typiquement des grands groupes comme Vinci qui, par leur propre impact, peuvent dire aux sociétés d'assurance et aux bureaux de contrôle, les gars, ça marche notre truc, donc assurez-nous.
hein, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire bouger les normes de manière simple. On est en train d'établir toutes les tactiques pour le faire. C'est un élément très très important du changement. J'ai pas d'idée très géniale sur ce qu'on peut faire au niveau de l'Europe. Hein. Si vous en avez, je suis preneur. C'est une des limites voilà, d'un marché unique européen qui n'a pas été complètement réalisé, puisqu'on voit typiquement le fait de la diversité des normes béton nationales. Et bon, c'est un sujet en soi. Il y avait plein d'autres questions dans la salle. Il y avait monsieur avec les lunettes et le pull. Il y avait un monsieur derrière vous qui avait levé la main, je crois aussi. Vous, non? D'accord. Monsieur là. Okay. Bonjour, Benoît Galetto de BL Evolution. Je suis consultant énergie-climat. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation, c'était très instructif. Et du coup, j'ai quelques questions sur le PTS notamment. Est-ce que lors de l'élaboration de ce PTS, ou même vers la fin, comme vous avez collaboré avec des grands groupes, est-ce que vous sentez derrière un engagement de leur part pour justement réaliser des investissements dès maintenant pour décarboner leur milieu? Et du coup, deuxième question, c'est sur, donc là vous avez travaillé plutôt sur la partie émissions nationales par rapport aux émissions importées qui sont aussi assez importantes. Comment vous voyez les choses? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Et du coup, quels sont les leviers justement pour faire baisser les émissions, enfin l'empreinte carbone des Français au niveau global? Alors on va prendre deux autres questions. Donc il y a le monsieur qui est devant et il y a un monsieur derrière avec le masque noir. Bon, bonjour, merci à vous tous également pour vos présentations. Stéphane Signoret, je représente l'association Negawatt, donc qui elle-même aussi a commis un scénario, ça devient plus que très à la mode. Mais bon, on a un petit peu d'antériorité, on va dire, notamment sur cette question de la sobriété que vous avez mis en avant, j'en suis ravi, puisqu'on la porte depuis longtemps. Et dans ce nouveau scénario, notamment, on a fait ce travail de calcul au niveau des matériaux et pas uniquement de l'énergie, pour voir comment, au niveau de l'industrie, ça pouvait se passer. Et du coup, ma question pour Madame Pilet, si vous pouviez éventuellement détailler dans la réduction de la demande, quelle est la part entre vraiment les changements de type de construction, le fait qu'on fasse peut-être moins de maisons individuelles et plus de collectifs. Est-ce que vous êtes descendu à ce niveau-là pour savoir qu'est-ce qui change vraiment dans la demande, au-delà des principes technologiques et constructifs qu'on vient d'évoquer, parce que je suppose que les matériaux biosourcés jouent aussi un rôle dans les changements de pratique. Une dernière question, Mathieu, c'est au fond. Oui, bonjour, merci à tous, merci aux intervenants, c'est très intéressant. Mathieu Vitu, j'ai terminé une thèse professionnelle à l'ENA sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je remercie d'ailleurs Thomas de m'avoir, enfin, j'ai auditionné Thomas, il m'a beaucoup éclairé sur le sujet, donc je le remercie de vive voix. Justement sur le sujet que je connais, donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le CBAM, comme disent les Européens britanniques, si je puis dire. J'ai une question sur ce sujet-là, parce que la Commission européenne base ses recherches et base le processus du CBAM sur les fuites de carbone, en disant dans quelques années, le carbone va encore augmenter, comme vous l'avez dit, les allocations gratuites vont diminuer, donc les acteurs industriels européens vont être tentés de délocaliser au moins tout ou partie de leur production dans des endroits, si je puis dire, je ne sais pas si on dit des paradis fiscaux pour la fiscaliser, des paradis écolos, enfin non écolos, les paradis, je ne sais pas comment on les appelle, mais donc l'Asie ou ailleurs. Donc c'est cette notion-là que j'interroge. Et je voulais un peu savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un réel risque de fuite de carbone dans les secteurs en question? Les secteurs en question pour le MACF, c'est l'acier, l'aluminium, les fertilisants, le ciment et l'électricité. Donc il y a des débats, j'ai eu l'occasion de beaucoup lire sur le sujet pour préparer ma thèse professionnelle, et tout le monde n'est pas d'accord sur cette notion de fuite de carbone. Monsieur m'a parlé tout à l'heure dans la chimie, j'ai entendu ça sur ce sujet-là, effectivement c'est connu, mais voilà, c'était ma question, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Alors beaucoup de questions du coup sur le PTS, oui. Adeline. Alors sur l'implication des entreprises, c'est vrai qu'on les a associées. Aujourd'hui, je pense qu'elles savent qu'il faut faire la transition. Elles savent qu'il faut se décarboner.
Les premiers retours, donc aujourd'hui on n'a que le PTS ciment, hein, donc les retours, voilà, on va dire, il vient d'être publié, c'est assez récent. Mais on a déjà eu des entretiens avec des grands groupes industriels qui nous disent que finalement le PTS leur a permis aussi d'accélérer les prises de décision. Elles étaient déjà dans un schéma de décarbonation et que finalement le PTS les a aidés aussi à construire leur réflexion, à peut-être regarder aussi où flécher leurs investissements de façon prioritaire et à prendre des décisions un peu plus rapidement. Voilà le retour. Après, je pense que quand on aura publié tous nos PTS, on aura une meilleure vision aussi de comment ça a aidé ou accompagné le secteur intransitionné. Donc il y avait cette question-là. L'autre question, c'était les émissions importées. En effet, il y a l'empreinte carbone qui est très importante. Alors nous, ce qu'on a dans le modèle qu'on a sur l'évolution de la demande, on regarde les importations et les exportations. Dans le ciment, c'est plus limité. Et là, peut-être que je vais répondre aussi à une autre question, notamment sur le CBAM. C'est qu'aujourd'hui, alors en effet, il n'y a peut-être pas trop d'exportation de ciment, mais par contre, il y a beaucoup d'importation de clinker. Et du coup, aussi, qui vient notamment de la Turquie, avec des procédés qui émettent énormément de carbone, mais qui sont moins chers, parce qu'ils n'ont pas aussi voilà, des contraintes locales, etc. Donc du coup, le CBAM permettra aussi peut-être de limiter ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, on importe des produits extrêmement carbonés à des prix inférieurs. Donc il y avait ces questions-là, et sur la demande. Alors là, on a dans la synthèse et notamment et dans le rapport détaillé toutes les hypothèses justement sur l'évolution de la demande. Et en effet, on a regardé dans notre hypothèse de baisse de la demande, c'est par exemple donc une baisse de la construction, mais surtout une baisse de la construction des logements et non des bâtiments, on va dire industriels, économiques ou autres, dans le sens où on va comment dire moins de je reprends. Il y aura moins de logements secondaires où on va se réapproprier des logements vacants, bureaux, des choses comme ça. Ça va plutôt être ça, mais on est allé dans cette granulométrie-là. Il faut quand même avoir en tête qu'on a besoin de logements sociaux en France, que ça fait des années que ça dure. On est à 800 000 logements qui ne sont pas construits. Donc quelque part, il faut faire de la sobriété, mais de la sobriété sans casser le marché du logement. C'est fondamental. C'est pour ça que je parlais, que je l'ai dit dans le PTS, on a regardé les flux et non le stock. C'est ça qui est important, c'est-à-dire on baisse le rythme de construction. Ce qu'il faut savoir, c'est sur ces dernières années, on a accéléré de façon très importante le rythme de construction. Et en clair, nous, dans nos hypothèses, on l'a ralenti, voire diminué. Mais ça ne veut pas dire que le stock diminue. Je veux dire, il y a déjà les logements existants, on continue à construire, mais de façon beaucoup moins rapide. Ouais, sauf qu'on ne construit pas assez vite aujourd'hui. Donc, je parle des logements sociaux. Hein, oui, après... Il faut faire de la transition. On a vu les gilets jaunes, hein, enfin, je voudrais juste rappeler ce point-là. Pour faire de la transition écologique, certes, mais pas au coût, sans impacter les catégories sociales populaires qui sont en demande de logements sociaux. Mais c'est vrai que dans un scénario de sobriété, on récupère beaucoup de logements vides. C'est ça. On récupère les logements vides, il y a moins de résidences secondaires, on réaffecte justement les résidences secondaires en résidence principale. Et on peut faire ça de manière pratique. Voilà, c'est ça. Parfait, merci. Jules, sur les fuites de carbone, et après on conclut. Oui, alors si vous avez fait votre thèse, je vais peut-être vous reposer une question du coup, mais pour être très clair, voilà, pour moi l'Union Européenne ça représente un pool de demande énorme, un pool de consommation énorme. Si la règle pour avoir accès à cette consommation et à cette demande, c'est de montrer patte blanche, je pense que les industriels le feront pour avoir accès à ces clients. Ma vraie crainte, pour être tout à fait honnête, c'est la différence entre un ajustement aux frontières sur les matières premières et un ajustement aux frontières sur les produits finis. C'est-à-dire que je pense que sur les matières premières, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Le problème, c'est que si on ne le fait pas sur les produits finis, on a un risque de fuite d'industrie pour le coût d'assemblage et de process en fait avant d'arriver aux produits finis. Et ça, pour le coup, pour mettre en place un ajustement frontière sur les produits finis, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, c'est plutôt ça ma crainte. Merci beaucoup. Il est 10 heures passées de 2 minutes. Donc merci Léa, Laurent, Adeline, Jules. Merci aussi à Mathieu et Fouquevine qui nous ont aidés à organiser l'événement. Si vous nous avez suivis à distance, je vous souhaite une très bonne journée. Et pour celles et ceux qui sont là en présence, je vous invite à continuer du coup la conversation autour d'un café et de quelques viennoiseries. Donc merci à tous et à toutes et très très bonne journée.